C'est en direct de la place Belle de Laval qu'on le retrouve ce soir alors qu'il va prendre part. Et je vois que ces établissements de Laval écoutent les bonnes quotidiennes, ou la bonne quotidienne, devrais-je dire, soit JC. Comment vas-tu, Bello? Ça va très bien, merci. JC, très en forme. J'ai rentré dans le stationnement vers 16h15. Et qui rentrait tout de suite après moi? Logan Mayou, que je peux dire, il y a des bons goûts de musique. C'est la musique qui donne l'adrénaline avant un match. Ah oui, hein? Voilà qui est très intéressant. Mayou, qui est un joueur fantastique. Et c'est drôle, hein? Je vais parler à François Allaire tantôt. Et François, qui est le consultant des gardiens de but des Panthers de la Floride. Une entrevue fascinante que j'invite les gens à regarder là, à la fin de l'émission ce soir. Et il a été question du premier championnat qu'il a gagné comme coach de gardien de but chez les professionnels. Ça va faire 40 ans de ça demain, en 85. La Coupe Calder avec les Canadiens de Sherbrooke. Et ça a été extraordinaire comme aventure. Et François en parle avec beaucoup d'éloges encore parce qu'on se rappelle que plusieurs joueurs qui ont gagné ce championnat à Sherbrooke, 6 en fait, ont gagné la Coupe Stanley un an plus tard à Montréal. Et quand on regarde le Rocket de Laval, qu'on s'attarde à des gars comme Jacob Fowler, Logan Mayou notamment, il y a un potentiel réel de graduation avec l'équipe première l'an prochain. Ben oui, puis certainement. Puis, tu sais, le match de ce soir, là, c'est important, pas seulement pour le Rocket de Laval, mais tu viens de mentionner quelques joueurs. On parle du reste de leur carrière. Tu sais, Caden Primo, il est en train de sauver sa carrière au moment qu'on se parle, JC, parce que, comme tu sais, ça n'a pas été constant, ça n'a pas été très bon avec le Canadien, plutôt cette saison, puis l'an passé, c'était ordinaire. Et depuis qu'il est descendu pour jouer avec le Rocket de Laval, c'est un gars qui a retrouvé sa confiance. Là, ça reste à voir s'il va être le gardien de but partant, parce que ce matin, on a entendu différentes choses. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Jacob Fowler est celui-là qui a fait face au tir de Marco Marciano, l'entraîneur des gardiens de but du Rocket, et celui-là qui est rentré au vestiaire en premier. Ça laisse prétendre que c'est lui qui va commencer le match. Par contre, après avoir eu une discussion avec Anthony Marcotte qui m'a dit « Tony, quand les journalistes ont rentré dans le vestiaire, Primo avait un petit sourire en coin quand tout le monde a passé par le vestiaire de Primo. Donc, est-ce que ça se peut que le Rocket joue des jeux mentaux avec l'adversaire ce soir? Moi, personnellement, je pense que même si Fowler est le futur des Canadiens de Montréal dans les buts, ça serait une décision risquée, il faut l'admettre, parce que Primo a gagné le premier match. Fowler, lui, qui a joué le deuxième, il n'a pas gagné. Primo a gagné le troisième match. Une chance de finir ça ce soir. Je pense que tu dois aller avec le gars qui gagne en ce moment. Bien, j'ai tendance à donner du crédit à ce que tu racontes là, d'autant plus que Primo a été choisi par ses pairs comme joueur par excellence de la rencontre numéro 3. Il a été étincelant. En tout cas, il n'a rien fait pour mériter de perdre le filet. Mais c'est une équipe de développement. On appelle ça un club-école. Et l'avenir de l'organisation s'appelle Jacob Fowler et non pas Caden Primo. Mais je suis d'accord avec toi. Primo est en train de sauver sa carrière en Amérique et peut-être un bon poste de second quelque part dans la Ligue nationale, loin des projecteurs. Là. Tu soulèves un très bon point, JC, mais ça, j'aimerais avoir une conversation avec Pascal Vincent ou même Kent Hughes, DG des Canadiens, à un moment donné, pour leur demander développement dans la Ligue américaine. Oui, est-ce que le développement s'arrête dans la saison régulière ou est-ce que ça continue dans les séries éliminatoires? Effectivement. OK. Un petit peu de Hurricanes et de Panthers, mais surtout de Panthers. C'est un peu gênant pour la Floride, pour les Hurricanes plutôt en Caroline. Ils ont l'air fous dans cette série-là jusqu'à maintenant, Tony. Écoute, j'ai certainement une opinion là-dessus. On sait que la philosophie de Paul Maurice depuis quelques années avec les Panthers de la Floride, c'est de frapper l'adversaire à qui mieux, vraiment de les essayer de les intimider, d'avoir un échec avant, de finir. Et qu'est-ce qui m'impressionne énormément avec les Panthers, il y a plusieurs choses qui m'impressionnent, là, c'est que même avec un score de 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, ils n'arrêtent pas de jouer selon leur philosophie. Ils vont pas
Ils ne vont pas aller à 50 %. Ils continuent d'aller à 100 %. Ils continuent de finir leur mise en échec parce que, comme Paul Maurice l'aurait dit, donner des mises en échec puis essayer de brasser de l'adversaire, plus avance la série, plus ça joue à l'avantage des Panthers. Puis honnêtement, je te dis pas que les Hurricanes ont peur en ce moment, mais je te dis que je crois que certains joueurs, ils ont l'air un peu timides en ce moment, si je peux dire ça. Hier soir, la foule en Caroline scandait « shoot the puck ». Mais une des raisons pour laquelle ils n'ont pas « shoot the puck », selon moi, c'est parce qu'ils ne la voulaient pas, de puck. Ils ont quand même connu une très bonne saison, les Hurricanes de la Caroline, et de les voir muselés de la sorte par les Panthers. Est-ce que c'est de nature à faire réfléchir autrement les hauts dirigeants des Leafs de Toronto qui ont quand même, malgré 2 volets encaissés à domicile dans les matchs 5 et 7, amené les Panthers dans leur dernier retranchement, soit dans un match numéro 7? On pourrait facilement penser que les Leafs ne sont pas si loin que ça du bonheur, mais en même temps, Shanahan s'en va, puis là, on découvre toutes les vices dans la maison, notamment, on aurait offert à Mitchell Marner en cours de saison le plus lucratif contrat de l'histoire des Leafs, et l'entente serait restée lettre morte. Il aurait refusé avant de refuser ensuite une transaction qui aurait amené Mikko Rantanen à Toronto. Un panier de crabe, cette histoire-là. Là. Tu fais le bien de souligner, Jean-Charles. Il faut un changement de culture à Toronto. Par contre, il faut croire là, qu'il ne faut pas tout casser non plus là, pour essayer de reconstruire cette équipe-là. Et là, ils sont vraiment dans une mauvaise situation parce que Marner, évidemment, il a l'air offusqué ou il a l'air tanné, il a l'air fâché. Il ne veut plus jouer à Toronto. Si jamais c'est le cas, pensez-y bien, Jean-Charles. Si ce sera le Canadien de Montréal ou une autre équipe, tu vas perdre ton meilleur pointeur 5 années sur 9. Un gars de la région, un gars de la place qui a toujours rêvé de porter tes couleurs, puis tu vas le perdre. C'est un gars qui a eu 100 points, plus que 100 points cette saison. Tu vas le perdre pour rien. Pensez-y bien, là. Ah non, écoute, ils sont vraiment dans une mauvaise situation, eux autres, là. Hey, peux-tu imaginer à Montréal qu'on se retrouverait dans une situation dans 4-5 ans où Nick Suzuki va devenir joueur autonome sans restriction et que Liab est aux vaches, puis que là, on n'arrive pas à s'entendre avec, on tente de compléter une transaction, il refuse, puis on s'apprête à le perdre pour rien. Il y a des têtes qui rouleraient sur un moyen temps, là. Tu sais, à Toronto, là, Shanahan s'en va. Mais moi, d'après moi, là, le directeur général ne peut pas travailler autrement que les fesses bien serrées actuellement. Ouais. Là. J'ai essayé, si je ne me trompe pas, à 2 occasions minimum lors des dernières 15 ans, le Canadien ont perdu 2 joueurs qui étaient parmi leurs meilleurs joueurs, sinon leurs meilleurs joueurs ou leurs meilleurs attaquants. C'est quand que Kovalev a signé comme agent libre avec les Sénateurs d'Ottawa et quand Alex Radulov a signé avec les Stars de Dallas, on s'en souvient. Puis ça a pris du temps pour le Canadien de se refaire, là, parce que ça fait mal, là. Puis on ne parle pas de gars de 100 points non plus, là. Non, Marner, exact. lui, il l'est, là. Comme les Leafs sont pas si loin du bonheur, comme il y a 4 ans, menant 3-1, ils ont perdu en 7 contre le Canadien au premier tour des séries. Est-ce que Maple Leaf Sports and Entertainment pourrait être tenté de rencontrer un gars comme Marc Bergevin qui vient de mordre la poussière chez les Islanders? Ouf, là, c'est une question intéressante. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les Leafs sont prêts à lancer la serviette dans le cas de Brad Treliving. Je pense que Treliving a fait quelques ajouts importants, même si ça n'a pas vraiment fonctionné dans les séries. L'intention d'amener Carlo, l'intention d'amener Lawton, c'était quelque chose de bien passé. Malheureusement, il n'y a pas eu les résultats qu'il voulait. Je pense que Treliving va être là pour quelques saisons. Mais là, JC, est-ce qu'on doit être surpris que Marc Bergevin n'est pas le DG des Islanders? Il y avait un voix qui disait qu'il y avait des fortes chances que ce soit lui. Bien sûr. Mais comme tu sais, JC, que quand c'est pas les meilleurs insiders de la game, quand c'est pas les 2 ou 3, 4 gros canons qui sortent ces nouvelles-là, qui ne le sortent pas, il faut toujours faire attention un peu. Et quand tu entends Bergevin un jour, puis là, 2 jours, puis là, 3e jour, tu entends son nom un peu moins, puis 4e jour, à ce moment-là, il ne faut pas être surpris. Je me sens mal pour Marc. Par contre, qui sait, peut-être c'est un mal pour un bien parce que il va apprendre à côté aussi, apprendre la manière de Ken Holland. Et qui sait, peut-être Ken Holland est là pour une courte durée et le prochain en ligne
À Los Angeles, ça peut être Marc Bergevin. Mais ceci étant dit, je suis extrêmement content pour Mathieu Dash qui a fait ses devoirs puis a fait ses preuves à côté de Julien Brisebois. Je dis bravo, Mathieu. Ce que je peux te confirmer, mon cher Tony, c'est que jusqu'à la dernière seconde, il y a 2 gars qui croyaient fermement qu'ils étaient les élus à Long Island. Et ces 2 gars-là, c'est Marc Bergevin et Mathieu Darche. Ça a tergiversé jusque tard. Et la décision se sera prise sur le plan à mettre de l'avant chez les Islanders. Alors, on peut s'attendre peut-être à ce qu'on annonce une refonte en profondeur de l'organisation là-bas parce qu'il n'y a pas 56 solutions. Si tu essaies de tourner le coin avec cette équipe-là, ça se peut qu'il t'en manque à chaque année pendant longtemps, alors que si tu privilégies la voie de la reconstruction, tu as des éléments qui ont une très bonne valeur pour te permettre de peut-être reconstruire en 3 à 5 ans et redevenir une équipe plus intéressante, là, au niveau organisationnel, du moins. Ça se peut fort bien qu'il y en a un qui voulait patcher l'équipe pour essayer de l'améliorer tranquillement, pas vite, et peut-être le faire sans Patrick Roy. Il y en a peut-être un autre qui a décidé que oui, je vais y aller avec la reconstruction, puis je vais y aller avec de l'avant avec Patrick. En tout cas, on va savoir un peu plus dans les journées à venir, mais encore une fois, situation intéressante avec les Islanders. On va surveiller ça de près. OK, tu as 3 points de mire ce soir. Florian Jacquet, Logan Mailloux et Jacob Fowler. Parce que je prends pour acquis qu'il va garder les buts, qui le cru. Y a-t-il d'autres gars que tu veux voir ce soir parce que tu te dis, ce gars-là peut jouer à Montréal à l'automne? Mais on parle beaucoup d'Owen Beck. Il va falloir qu'Owen Beck monte son jeu d'un cran parce que si jamais Christian Dvorak n'est pas de retour, mais c'est qui va prendre sa place? Ça va être Jake Evans, mais c'est qui va prendre la place de Jake Evans dans l'aliment? Ça se peut que ce soit Owen Beck. Je vais le surveiller d'après lui ce soir. Ça ne sera pas Owen Beck, ça va être Michael Granlund. C'est toi-même qui nous l'as dit l'autre fois, Tabasla. Bonne soirée, bon match. Salutations, JC. Mon cher Bello, salut, ciao.